Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et nous sommes dans le 8e épisode consacré à la Yak Series sur DaVinci Resolve. Ce 8e épisode dans lequel nous allons voir comment appliquer et animer des éléments dans notre montage, que ce soit les composants vidéo par exemple, ou bien des images, que ce soit par exemple des logos. On va voir aussi comment appliquer des générateurs, comment appliquer des titrages. Et je vais démarrer avec un logo au tout début ici. Vous voyez, j'ai Citizen Chain ici, qui est en fait une image. Donc je vais vous montrer dans les métadatas ici. J'ai donc l'image TIFF, comme vous pouvez le constater. Et donc cette image a une résolution de 512 par 512. Ce qui est intéressant avec le TIFF, c'est comme le TGA ou le PNG, c'est qu'on a un alpha, donc une découpe autour du texte. Donc si je prends l'élément ici et que je mets par-dessus sur la piste 2, vous voyez en fait que je peux voir donc à travers et que j'ai la découpe du texte qui s'applique tout de suite par-dessus. Donc ça c'est assez pratique. Et donc ce que je vais regarder ici, c'est dans l'inspecteur. On va pouvoir voir, alors je vais le mettre sur toute la hauteur, comme on va jouer sur pas mal de paramètres. Je préfère avoir tous les paramètres accessibles dans la hauteur plutôt que naviguer avec le petit ascenseur. Donc on va démarrer ici par le haut avec tout ce qui est composite, transformation. Je ne vais pas revenir sur le retime qu'on avait vu auparavant dans un autre épisode. Donc ici, je vais regarder au niveau du composite. Donc le composite, en fait, ce sont la façon dont les calques vont interagir les uns par rapport aux autres. Quand je mets un calque l'un par-dessus l'autre, comment ça va interagir par rapport justement entre les deux. Donc on a ce qu'on appelle les modes de fusion, composite mode. Donc là, par défaut, je suis en normal. Donc ça garde en fait la découpe uniquement. Il n'y a pas de lien direct, mais je peux passer en mode overlay. Et donc du coup, je récupère, vous voyez, comme un mode un petit peu additif, mais avec de la transparence dessus. Donc ça me permet comme ça de changer les éléments. Donc bien sûr, le mode de fusion ici est un peu basique parce que je suis en noir et blanc, mais si vous avez par exemple des lens flares ou des effets de lumière que vous voulez composer avec d'autres éléments, afin de mieux les intégrer, n'hésitez pas en fait à tester les différents styles et composite mode. Il y en a beaucoup, on retrouve pratiquement tous ceux de Photoshop. Donc vous allez pouvoir jouer sur tous les éléments directement ici. Donc au-delà de tous les modes, là je vais repasser en normal, on a aussi la possibilité de jouer sur l'opacité du calque, que ce soit ici sur une image, bien sûr sur une vidéo. Donc je vais pouvoir jouer sur cette opacité. Je vais remettre le clip au début et je vais vous montrer en fait différents moyens de jouer sur l'opacité en fait d'un clip en entrée ou en début de plan. Donc par exemple, le premier élément qu'on peut faire, c'est utiliser le raccourci clavier commande T pour appliquer des fondus, donc des transitions. Donc quand on applique ici une transition, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça l'applique sur l'ensemble du calque. Vous voyez, comme ceci. Et donc, du coup, on a cette espèce de transition entre les deux. Ça passe pas, vous voyez, je ne suis pas cut de l'un à l'autre. Je récupère, en fait, les éléments au niveau de mon fondu directement ici. Donc, c'est pas obligatoirement ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie d'avoir une apparition fondue au noir dessus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est enlever les transitions. Et ce que je vais pouvoir faire ici, quand je passe mon curseur, vous voyez, sur le clip, alors ça fonctionne sur l'image là, mais vous voyez, sur tous les clips, j'ai deux points blancs qui apparaissent en haut à gauche et en haut à droite de chaque clip. Et en fait, si je tire sur ce petit point ici, à gauche et à droite, comme ceci, ça me permet en fait d'avoir la possibilité de contrôler directement l'opacité, vous voyez, comme un fondu, mais sans mettre de points clés. Donc ça, c'est assez pratique et c'est surtout que c'est lié au clip et c'est pas lié en fait à une transition entre deux clips. Donc maintenant, vous voyez ici, donc ça c'est assez simple, ça permet d'éviter de passer par des transitions. Alors vous voyez, ça marche aussi bien sur un clip en vidéo aussi. Vous voyez, ouverture, comme ceci, tout simplement. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir l'enlever comme ceci. Et puis je vais vous montrer une troisième méthode, c'est le fait de pouvoir animer manuellement en mettant des points clés tout simplement avec le paramètre opacité qui est ici. Donc opacité, c'est assez simple en fait. Ici, je vais me mettre au tout début. Et puis si on regarde au niveau de l'inspecteur, vous pouvez voir que la plupart des paramètres ont un petit losange à droite ici. Ce petit losange va me permettre ici de dire d'appliquer en fait des points clés. En fait, ça représente les points clés. Donc si je clique dessus, ça passe en rouge ou orange, vous voyez, et mon paramètre en fait devient blanc.
par rapport au gris des autres. Vous voyez, donc comme ça, je vois qui est animé et qui ne l'est pas. Donc là, le fait d'avoir mis un point clé, je passe directement en mode édition. Donc là, vous voyez qu'au début, je suis donc à 0. Je vais pouvoir me déplacer, vous voyez, comme ceci, sur la timeline. Donc là, le début, je suis à 0, je reste à 0. Et maintenant, je peux modifier en fait le paramètre et automatiquement, en fait, ça va placer un point clé. Je n'ai pas besoin obligatoirement d'appuyer à chaque fois sur la création d'un point clé. Je peux l'appliquer directement comme ceci en modifiant les paramètres. Et avec les petites flèches que vous voyez à gauche et à droite de mon point clé, je peux commuter d'un point clé à un autre, en fait passer directement de l'un à l'autre sans me déplacer. Alors il y a un raccourci clavier pour cela, sauf que le raccourci clavier est basé en fait sur le clavier américain. Sur le clavier américain, ce sont les crochets en fait, et sur le clavier français, on n'a pas les crochets. Donc je vais vous montrer en fait comment modifier simplement votre raccourci clavier. Pour cela, il faut aller dans les préférences, en bas à droite, avec la petite roue crantée. Et tout en bas, vous avez Keyboard Mapping, ici. Donc on retrouve en fait tous les menus de DaVinci Resolve avec toutes les fonctionnalités, avec ou non des raccourcis clavier. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir rajouter des raccourcis clavier directement. Et puis je vais aller dans le menu Playback, et vous voyez qu'il y a Previous Keyframe et Next Keyframe, donc point clé précédent et point clé suivant. Et moi, j'ai mis en fait les flèches en diagonale pour aller de l'un à l'autre directement. On pourrait mettre n'importe quel autre raccourci clavier, c'est comme vous le voulez. J'ai sauvegardé avec un nom de clavier, bien sûr, pour le sauvegarder. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est possible de rajouter des raccourcis en fait sur n'importe quel paramètre. Par exemple, capture ici, il suffit que je double-clique dans le nœud et que je mette un petit, par exemple, un C. Et comme ça, dès que je vais appuyer sur C, ça va lancer la fenêtre de capture directement. Donc voilà, après j'ai besoin de faire save ou de valider ou de ne pas valider en fait l'élément directement. Faites attention parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de doublons. Donc vous pouvez avoir des petites incohérences au niveau des raccourcis si vous mettez 2 fois le même raccourci clavier dessus. Donc voilà, alors maintenant j'ai maintenant mon raccourci clavier. Donc maintenant si j'appuie sur les flèches, je vais pouvoir passer de l'un à l'autre directement, aussi simplement que ça. Donc maintenant, j'ai ici mon deuxième point clé. Pour visualiser en fait vos points clés, on a 2 possibilités. On a la courbe et on a vous voyez, un petit losange qui apparaît ici. Le petit losange va être assez pratique parce que ça va me permettre de visualiser temporellement mes points clés. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir modifier la valeur du point clé, mais je vais pouvoir modifier le timing en fait, du point clé. C'est-à-dire à quel moment il est placé. Donc ça, c'est c'est même très pratique. Donc quand vous cliquez dessus, ça affiche en fait tous les paragraphes. Donc vous voyez là, je suis dans le paragraphe composite dessus, et donc je visualise l'élément. Et ce que je peux faire ici, c'est par exemple, si je me déplace, vous voyez, je peux remettre un autre point clé tout en modifiant en fait le paramètre comme ici. Et puis à la fin, hop, je remets un autre point clé. Et je déplace, vous voyez, le paramètre. Donc là, j'ai recliqué, j'étais pas obligé de cliquer, mais c'était pour vous montrer différentes manières. Et donc là, vous voyez, je peux passer avec les flèches d'un point clé à un autre point clé directement grâce au raccourci clavier. Donc là, je suis ici. Si je clique sur la petite flèche, vous voyez, une petite flèche ici, ça me permet de visualiser les paramètres sur lesquels j'applique. Parce que par exemple, dans Transform, si vous mettez des points clés en Transform, vous pouvez avoir plusieurs paramètres. Donc là, je vais pouvoir le modifier directement. Donc là, j'ai bien mon paramètre opacité, je vois les points clés, et donc je peux assurer en fait et voir si ils sont bien positionnés dans le temps. Et donc vous voyez, gauche-droite, voilà, je peux les modifier. D'ailleurs, le curseur m'indique que je peux aller uniquement de gauche à droite, tout simplement, ici. Donc pareil pour le deuxième, vous voyez, comme ceci, voilà, tout simplement. Donc là, je peux aller beaucoup plus vite au niveau de mon fondu, parce que j'ai réduit l'espace entre le premier keyframe et le deuxième keyframe, donc point clé. Voilà, comme ceci. Donc l'autre fonctionnalité qui est pas mal aussi, c'est le fait de pouvoir visualiser les courbes d'animation. Et donc là, on voit en fait les courbes, donc on voit les valeurs en fait dessus. Et quand je mets mon curseur dessus, vous voyez que les flèches vont de haut en bas, c'est-à-dire que ici, je vais pouvoir modifier la valeur en fait de l'opacité directement. Mais au-delà de ça aussi, c'est que là, je travaille, vous voyez, en mode linéaire, c'est droit directement ici. Donc, ce que je pourrais faire, c'est demander à passer avec un autre mode d'interpolation ici. Donc, il suffit de sélectionner ici le point clé, comme ceci, et ensuite, vous voyez que automatiquement, j'ai le petit curseur ici qui est devenu blanc. Donc là,
le mode en fait linéaire, vous voyez, sans tangente, et je peux passer avec une tangente, ou bien avec deux tangentes, ou bien avec une tangente en sortie. Donc on a la possibilité voilà, d'avoir différentes options. Je peux jouer ici avec les tangentes, les agrandir, les réduire directement comme ici, ou bien jouer avec une seule tangente. Voilà, on peut modifier tous les paramètres, et par exemple là, je vais pouvoir demander à adoucir un petit peu l'arrivée. Comme ça va, quand ça va passer à 100%, ça va ralentir. Et je vais pouvoir faire la même chose sur le troisième point clé, où ici, je vais pouvoir, par exemple, dire, je mets une tangente en sortie, et je vais pouvoir jouer comme ça en entrée et en sortie de mon animation, tout simplement pour adoucir, pour que ça fasse un peu moins brut au niveau de l'animation, tout simplement. Et puis maintenant que j'ai donc la bonne interpolation, je peux changer, par exemple, la valeur de l'opacité, vous voyez, qui est en haut. Là, je suis à 100%. Je peux sélectionner ici la courbe et la descendre. Et par exemple, passer à 50%, à 20%, ainsi de suite. Je vais pouvoir régler directement la valeur dessus. Et bien sûr, cette valeur, elle est liée, vous voyez, à l'inspecteur directement à droite, comme cela. Donc, on va pouvoir régler un petit peu tous ces paramètres-là directement. Donc, ça peut être assez pratique de visualiser l'ensemble, soit de jouer directement dans dans l'interface, soit ici dans l'inspecteur par exemple. Donc là je vais cacher un petit peu tout et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe donc, au niveau des autres paramètres. Donc là on a joué sur l'opacité, mais vous voyez en fait que tous les autres paramètres ont aussi la possibilité d'être animés. Donc dans le deuxième onglet, deuxième paragraphe, j'ai tout ce qui est transformation. Et vous voyez qu'à droite, chaque paramètre, on a une petite flèche circulaire. Ces flèches circulaires, en fait, vont nous permettre de réinitialiser soit un paramètre, soit l'ensemble du paragraphe pour celui qui est tout en haut, comme ceci. Donc ça permet d'être très simple, très rapidement. Si on a fait un petit peu n'importe quoi sur une animation, par exemple de position, on va pouvoir réinitialiser tout un paragraphe, par exemple avec ce bouton-là. Voilà, donc là j'ai réinitialisé toute l'opacité directement dessus. Donc maintenant que je vais prendre ici mon élément, je vais le remettre par-dessus. Vous voyez ici, je vais me déplacer un tout petit peu. On va se positionner ici et je vais pouvoir comme ça avoir mon élément. Donc là, ce qui est intéressant ici au niveau des transformations, c'est qu'on va bien sûr pouvoir modifier le texte, faire une animation assez simple. Je vais pouvoir soit utiliser à droite ici le petit bouton transform en bas du visualiseur qui va me permettre en fait de faire des modifications directement dans le visualiseur. Vous voyez ici, je vais pouvoir me déplacer et ça permet en fait, au lieu de jouer en X et en Y paramètre par paramètre, là je peux modifier directement la position. Je peux aussi jouer sur la rotation, vous voyez, de gauche à droite comme ceci, et puis je peux jouer sur les bords avec la valeur, ce qu'ils appellent la valeur de zoom ici, donc c'est la valeur d'échelle de mon image ou de mon calque en fait qui est ici. Donc ça c'est assez important parce que du coup je vais pouvoir agir, vous voyez, directement dans le visualiseur sans passer par l'inspecteur. Mais si j'ai besoin d'être un peu plus précis, je peux. Là, ce que je vais faire, c'est mettre, vous voyez, un point clé sur l'ensemble des paramètres. Comme ça, quand je déplace un élément, il va prendre en compte toutes les modifications que je vais faire, que ce soit en position ou bien en rotation, par exemple, dessus. Je n'ai pas besoin de remettre manuellement des points clés à chaque fois. Et ce que vous pouvez voir dans le visualiseur, c'est quand je crée une animation, j'ai la trajectoire qui s'affiche en rouge. Et donc là, du coup, maintenant, je visualise directement dans le visualiseur, comme le nom l'indique, mon animation. Et donc, je peux visualiser aussi les points clés, la position des points clés. Et là, si je me mets entre deux points clés, vous voyez que je bouge dans le visualiseur. Je crée donc un troisième point clé. Et vous voyez que l'animation, en fait, s'adapte automatiquement, interpole, en fait, entre la première position et la dernière position directement. Alors là, ici, je peux visualiser dans les courbes les différents éléments. Donc j'ai une petite flèche, vous voyez, tout à gauche, dans lequel je peux demander à afficher le type de courbe que je veux visualiser, que ce soit au niveau du zoom, que ce soit au niveau de la rotation, le pitch et le yaw. Ici, je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond directement. Mais donc globalement, vous pouvez choisir en fait d'afficher quelle courbe apparaît pour pas que ce soit trop confus au niveau de l'affichage.
Donc par exemple, ici, je pourrais tout décocher ou bien recocher par exemple le zoom, demander à afficher par exemple la rotation, le pitch et le yaw. Voilà. Donc, alors ces deux paramètres, pitch et yaw, qui sont un peu pas communs en fait avec les autres logiciels de montage, je vais montrer à quoi ça sert directement ici. Donc là, j'ai donc mon animation qui est présente ici. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur le bouton général de réinitialisation ici pour annuler en fait tous mes points clés. Et donc, vous voyez, ici, j'ai le pitch et le yaw. Alors, en fait, le pitch, vous allez voir en fait que c'est une inclinaison un petit peu à la Star Wars, au générique Star Wars. Vous voyez, c'est une déformation dans la perspective. Et donc, ça me permet, par exemple, ici, de mettre le texte un petit peu, vous voyez, aplati. Là, c'est peut-être un peu trop aplati, justement. Donc, je vais le relever un petit peu. Et on voit qu'il y a des petits artefacts qui apparaissent. Donc, je vais essayer de relever voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai mon texte en fait qui s'aligne un peu avec la perspective de la route dessus. Donc ça peut être un effet où le texte apparaît toujours en bas sur la route. Et puis vous avez l'autre paramètre, Yo, qui est dans l'autre perspective, c'est-à-dire que le pitch va agir sur la rotation avec l'axe X. D'accord. Alors que le Yo, donc vous voyez, il y a Y en grand. C'est avec l'axe Y qui permet en fait de mettre quelque chose, par exemple, sur une porte, sur un mur, sur le côté directement ici. Donc j'ai la possibilité aussi de modifier le point, donc le anchor point en fait, qui est le point pivot, le point d'accroche. Et donc ici, je vais pouvoir modifier, vous voyez, par exemple, la rotation. Au lieu que la rotation s'applique par rapport au centre de mon texte, ben, je pourrais le mettre, vous voyez, tout à gauche ou bien complètement à l'extérieur du texte en fonction de l'effet voulu. Donc voilà un petit peu pour ces paramètres pitch-yaw et point d'ancrage au niveau de la rotation. Vous voyez par exemple ici. Ce que je pourrais faire aussi, c'est vous montrer en fait le flip et le flop. Donc ça c'est assez simple. Pour cela, je vais vous montrer en fait plutôt ce plan-là. Par exemple, si j'ai besoin d'inverser le plan, vous voyez au niveau de l'orientation, ben je clique juste sur Flip ici. Donc ça permet par exemple aussi lors de reportage de faire un changement, en fait, d'inverser le plan pour les marques. Donc le CSA parfois empêche ça, mais c'est vrai que le cerveau en fait décode automatiquement les logos et autres, donc ça sert un petit peu à rien. Mais en tout cas, vous avez directement la possibilité de faire un flip sans passer par un zoom en négatif, vous voyez, avec le Y. Et on peut faire un flop aussi, donc retourner selon l'axe X, vous voyez, tout simplement. Donc on a un petit raccourci avec deux petits boutons, tout simple. Donc ça, c'est assez pratique pour jouer et manipuler un petit peu l'ensemble. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les transformations de base, je vais vous montrer ici à quoi sert le cropping, en fait, cropper un élément. Donc globalement, cropper un élément, ça veut dire qu'on va enlever de la matière sur un calque. Donc on va prendre la résolution en fait ici qui est HD et on va demander à ce que ça fasse un crop. Alors là, je vais le mettre ce clip ici par-dessus l'autre pour vous montrer un petit peu un effet de picture in picture par exemple. Donc je le sélectionne et je vais jouer en fait, donc sur le crop vous avez gauche, droite, haut, bas. Et donc je vais jouer d'abord sur la gauche et vous voyez, en fait je réduis la taille de mon calque, en fait je mange sur la matière. Vous voyez, comme ceci. Et donc, du coup, l'autre apparaît en dessous. Vous voyez, c'est comme un masque, en fait, que l'on applique dessus. Et ce qui est important, c'est qu'après, le calque a cette dimension-là au niveau du projet. Et donc, derrière, je vais pouvoir aussi sélectionner le clip qui est en dessous et dire, voilà, je veux cropper tout ce qui est en amont, voilà, et garder uniquement la tête, par exemple, comme ceci. Je vais déplacer un peu mon élément et je vais jouer sur le bas. Vous voyez, comme ceci, je pourrais en mettre par exemple une troisième image directement et jouer sur la tête du chien, par exemple, je pourrais mettre un troisième élément. Donc ça, c'est un moyen, vous voyez, après je peux déplacer les éléments grâce à l'outil Transform, il suffit de sélectionner votre élément dans la timeline. Et ce qui est important aussi, c'est que le cropping en fait est animable, donc vous pouvez faire des effets un petit peu comme à la série 24 heures, où vous allez pouvoir animer en fait la position du crop pour révéler en fait des éléments qui sont en dessous, tout simplement. On peut jouer sur la softness aussi, c'est-à-dire mettre un petit peu de flou à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc ça permet dans certains cas d'atténuer un petit peu justement cette découpe. Ça c'est bien quand on veut faire justement des superpositions un petit peu invisibles. Dans certains cas ça peut être utile. Dans d'autres cas on utilisera plutôt un masque.
Alors, le troisième élément que je vais vous montrer, ah oui, alors le crop, j'ai oublié de vous montrer ici, c'est qu'on peut le modifier bien sûr directement dans le visualiseur, donc dans le petit menu ici, c'est la deuxième option qui s'appelle crop tout simplement. Donc vous allez pouvoir comme ça modifier les bords en fait et la taille de vos calques. Je vais vous montrer un troisième paramètre qui est le Dynamic Zoom, donc qui est un outil qui est assez connu dans le milieu de la photo en fait pour animer un petit peu le contenu de photo. Le Dynamic Zoom en fait va permettre de faire de zoomer en fait à l'intérieur d'une image ou de dézoomer sans mettre de point clé. Donc je vais pouvoir sélectionner ici l'élément. Vous voyez, comme ceci. Et quand j'ai le Dynamic Zoom d'activer dans le visualiseur, ici, on voit deux cadres, ici, vert et rouge. Et dans l'inspecteur, vous voyez, donc là, j'ai bien ici le Dynamic Zoom d'activer. Et donc, ça me permet, vous voyez, comme ici. Et donc, ça me permet de visualiser ici. Et dans l'inspecteur, il est ici. Et pour l'activer dans l'inspecteur, vous voyez, c'est grisé. Il faut cliquer sur le petit bouton. Voilà, et ça va allumer, en fait, le Dynamic Zoom qui est éteint par défaut. Vous voyez, donc je reclique dessus, c'est assez subtil, donc il faut bien faire attention, mais vous voyez, dès que c'est dégrisé, ça veut dire que le Dynamic Zoom est activé. Et donc du coup, là j'ai différents modes d'interpolation, mais je vais vous montrer en fait comment fonctionne le Dynamic Zoom ici. Donc là, ce qui est important, c'est en fait, ce sont que j'ai deux cadres de deux couleurs différentes, rouge et vert. Le vert est le point de départ et le rouge est le cadre d'arrivée. Donc c'est-à-dire que vous avez une position de zoom au départ, vous voyez par exemple le vert qui était celui-ci, et ensuite, je dézoome pour avoir toute l'image générale, tout simplement. Donc, bien comprendre que le vert, ça va être votre focale, en fait, on va appeler ça une focale, mais de départ, et le rouge va être la focale d'arrivée, tout simplement. Alors, vous pouvez, bien sûr, modifier la taille. Alors, pour visualiser, il faut bien désactiver à chaque fois parce que en fait, lorsque vous activez, ça permet de voir toute l'image et de voir en fait les ratios. Et donc là, on peut voir en fait mon dézoom sur cette image, ce qui permet de donner un peu de vie à ce plan fixe, vous voyez, tout simplement dessus. Donc ça, c'est assez pratique. Si vous voulez faire l'inverse, c'est-à-dire zoomer à l'intérieur, la problématique, si vous échangez la taille, c'est d'avoir les mêmes proportions. Là, il suffit de cliquer sur Swap. Swap, ça permet d'inverser en fait le départ et l'arrivée, tout simplement. Et donc, du coup, je vais avoir maintenant non plus un dézoom, mais un zoom dans l'image, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple d'utilisation. Il ne faut pas de point clé. Ça permet de se régler très facilement grâce au visualiseur ici et d'ajuster votre cadrage tout simplement comme ceci. Donc maintenant, nous avons vu à peu près tous les paramètres importants pour modifier vos différents éléments dans l'inspecteur. Donc comment on a vu comment les animer. Je ne vais pas m'attarder sur le retime parce qu'on l'a un petit peu vu dans l'épisode d'animation de la vitesse, et ni sur le lens correction qui est uniquement valable sur la version payante de DaVinci Resolve. Ce que je vais faire ici, c'est aller dans l'Effects Library où on le retrouve en fait toutes les transitions que l'on a déjà utilisées auparavant, donc audio et vidéo. Je vais aller tout en bas en fait de ce menu et là on va voir en fait qu'il y a deux autres types d'éléments disponibles. Ce sont les titres ici et les générateurs. Alors dans les générateurs, on retrouve des mires de barres qui peuvent être très utiles au début d'un montage et à la fin par exemple pour avoir un PAD aux normes en fonction des différentes chaînes de télévision que vous utilisez, avec qui vous travaillez plutôt. Et puis, il y a la possibilité, par exemple, de mettre des textes, bien sûr. Et au-delà des textes, ici, dans les générateurs, par exemple, j'ai des solides. Donc, ce sont des blocs de couleurs que vous allez pouvoir modifier tout simplement. Alors, par défaut, c'est noir, mais vous pouvez commuter, par exemple, vous voyez, sur cette couleur-là. Et je peux le mettre, par exemple, un petit peu plus sombre, transparent, mais donc un petit peu plus sombre avec l'opacité. Et puis, je vais ici le glisser en dessous de mon texte. Voilà, ajuster la durée. Et du coup, maintenant, j'ai mon texte qui est, au lieu d'être sur fond noir, voilà, est sur fond bleuté, un petit peu vert directement dessus. Ce que je vais faire ici, c'est qu'on va utiliser des textes. Donc, on a 5 textes. En fait, globalement, c'est 3 types de textes. On a tout ce qui va être lower third, c'est-à-dire tiers inférieur. Donc, ça va être, par exemple, dès que vous avez besoin de
nommer quelqu'un avec sa fonction, par exemple, vous allez pouvoir le glisser. Alors, il y en a trois, il y a L, M et R. Donc, c'est left, middle et right, vous voyez, tout simplement. Donc, je vais garder uniquement le left. L'intérêt avec ce texte, c'est qu'on a les deux lignes, vous voyez, qui sont dispo directement dans le comment dans l'inspecteur. Et donc, du coup, on peut mettre deux choses différentes avec des paramètres différents, avec des fontes différentes ou avec des valeurs de zoom ou de couleurs différentes. Donc ça peut être assez intéressant. Donc là, je vais mettre un peu de rouge dessus. Je vais changer ici la couleur. La fonte, on va mettre cette fonte-là. Je vais la grossir un petit peu. Voilà, comme ceci. Peut-être pas trop gros. Bon, là, c'est peut-être un peu gros comme sous-titre, mais bon. Je vais baisser un peu la luminance parce que c'est un peu flashy. Ah oui, alors attention, il faut toujours valider avec OK, parce que si vous fermez la fenêtre, ça ne prend pas en compte l'élément. Et puis après, vous pouvez soit bouger le bloc ensemble dessus, soit vous pouvez utiliser les valeurs de position et de zoom qui sont disponibles sur chaque titre. Tout simplement. Donc là, je vais jouer sur le deuxième aussi. Je vais mettre la même fonte, grossir un petit peu l'élément et puis relever un petit peu l'ensemble. Voilà, tout simplement. Et jouer sur la taille. Je vais peut-être baisser un tout petit peu. Je vais l'ajuster, voilà, comme ceci. Tout simplement. Donc en bas, on retrouve les mêmes paramètres. Et puis ensuite, on a la possibilité ici de jouer sur un drop shadow. Donc rajouter une ombre portée, tout simplement. Donc pour l'activer, il suffit de jouer sur le déplacement. Par défaut, elle est toujours active. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je peux activer l'ombre portée, jouer sur le flou et l'opacité. Donc rendre quelque chose beaucoup moins présent, mais un petit peu quand même, pour détacher un peu le texte du sol. Vous avez aussi le stroke, en fait, qui est le contour. Donc je vais pouvoir mettre, par exemple, un contour noir sur l'élément, l'appliquer et jouer sur ce contour ici présent, vous voyez, au niveau de CEO. Et puis en dessous, j'ai l'arrière-plan. Alors l'arrière-plan, ça me permet de quoi? Ça me permet juste de mettre un petit bandeau pour mieux détacher l'élément. Donc je vais enlever l'ombre portée et appliquer donc l'élément. Donc il faut jouer sur pas la outline, mais sur la hauteur, en fait, parce que la hauteur, elle est, vous voyez, elle est par défaut allumée. Alors comme j'ai bougé l'ensemble du calque, ici, il va falloir que je repositionne l'élément. Vous voyez ici directement, normalement il est bien placé, mais moi je l'avais un peu décalé. Donc il y a toujours moyen de jouer sur les offsets et d'appliquer l'élément comme ceci. Donc je vais replacer un petit peu tout directement ici. Ok, donc là j'ai déjà quelque chose un peu mieux placé. Je vais pouvoir jouer sur l'opacité, le rendre plus présent ou pas. Et j'ai la possibilité aussi, vous voyez, de jouer sur l'outside, c'est à mettre une petite bordure de couleur. Donc je vais mettre un gris un peu plus clair et avoir ici cette petite bordure autour du carton, voilà, tout simplement, comme ceci. Donc voilà pour le texte. On a la possibilité aussi de rajouter un texte, ce qui s'appelle scroll pour les crédits, en fait, qui permet d'aller de bas en haut automatiquement. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste besoin de faire un copier-coller et là, il va s'adapter automatiquement avec la durée en fait de votre bloc texte. Donc ici, vous avez la partie texte ici. Et après, on retrouve bien sûr tous les paramètres liés au formatage de votre texte avec les différentes fontes, le drop shadow et l'arrière-plan si vous voulez mettre justement un petit fond un peu semi-transparent derrière l'élément. Et puis tout en dernier ici on a le texte donc, qui est donc un bloc texte assez basique dans lequel vous avez donc l'endroit pour mettre votre élément. Ici je vais pouvoir donc le déplacer. Alors là, j'ai pas choisi le texte, donc il va falloir que je sélectionne le texte directement ici. Donc je le sélectionne, voilà, et là je vais pouvoir le déplacer, le mettre par exemple sur mon élément ici. Je vais mettre yak 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 par exemple à la place. Donc yak yak yak, voilà. Et puis ensuite je vais changer en fait la taille. Je vais demander à baisser un petit peu, voilà, comme ceci. Peut-être changer la fonte, mettre quelque chose un peu plus droit. Voilà, et puis changer la couleur. Donc, je vais pouvoir mettre ça. Là, on va mettre un
truc un peu plus bold. Et la couleur, je vais prendre la petite pipette et essayer de prendre une valeur de couleur. C'est peut-être un peu foncé, je vais revenir dessus, je vais remonter un petit peu la luminance. Je suis peut-être un peu trop, mais bon. Donc vous voyez un petit peu le principe, c'est juste un texte où on retrouve bien sûr tous les paramètres d'ombre portée, de détourage et d'arrière-plan. Voilà, tout simplement comme ceci. Il n'y a rien de plus dans ce texte que ce qu'on avait dans le Lower Third ou bien dans le scroll, le générateur de crédit. Comme ceci. Au niveau de l'effects de la bibliothèque d'effets, on retrouve donc l'onglet OpenFX. OpenFX donc, qui est une norme de plugin. Vous voyez ici que j'ai Mocha, Mocha Pro d'Imagineer System, qui est compatible avec DaVinci Resolve, donc qui va me permettre de traquer, d'enlever des éléments au sein d'une vidéo. Mais on peut retrouver d'autres filtres et plugins disponibles, par exemple chez BorisFX, chez Red Giant. Il y a pas mal d'éditeurs qui développent sur la plateforme OpenFX. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu la liste des plugins disponibles pour DaVinci Resolve. Le troisième onglet AudioFX est donc réservé au filtre audio. Je ne vais pas revenir dessus en détail parce que j'ai déjà consacré une vidéo entière sur l'audio au sein de Resolve. Mais donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Juste un petit mot sur les plugins compatibles audio, tout ce qui est VST plugin, Core Unit de macOS 10 et les plugins Isotope qui sont compatibles avec DaVinci Resolve. Donc voilà. Ensuite, donc voilà pour les effets. On revient juste ici sur l'interface. Il va y avoir d'autres effets qu'on va pouvoir appliquer, mais cette fois-ci, ce seront des effets graphiques qu'on va pouvoir appliquer sur l'image. Et pour cela, on va être obligé d'aller dans la page Color. Ce qui tombe bien parce que ça va être le but de la prochaine vidéo qui sera consacrée justement à une présentation en fait, de la page Color dans DaVinci Resolve. Donc merci pour votre attention, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo justement pour parler de la page Color. Et n'hésitez pas à regarder sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube, l'ensemble des vidéos consacrées à DaVinci Resolve 12.5. Et en tous les cas, je vous donne rendez-vous prochainement sur yakakyak.fr. Ciao, ciao, bye bye.